les Jeux olympiques et les Jeux dans l'Antiquité, c'est un moyen pour les Grecs de se mesurer d'un point de vue agonistique. En fait, chez les Grecs, il y a une culture qu'on appelle l'agone. Cette culture, elle est extrêmement prégnante dans toute la Grèce et elle va progressivement amener à une culture du sport dans le monde antique grec. Cette culture, elle est influée par le temps. Elle est arrivée à partir de l'époque mycénienne. Si on regarde un petit peu des traces de tout ça, on sait qu'en Égypte antique, certains sports étaient pratiqués, mais plutôt par les militaires. On n'a pas de traces de sport populaire. Par la suite, si on va un peu plus proche, chez les Minoens en Crète, on a sur des fresques des symboles de boxeurs, par exemple. Si vous allez sur les fresques de Santorin à Terra, on a la superbe fresque de deux boxeurs qui s'affrontent. Et après ça, on a dans le monde mycénien des traces de l'arrivée des sports antiques dans notamment les textes de l'Iliade et de l'Odyssée. On a quelques iconographies de lutteurs, mais dans les textes d'Homère, on a beaucoup, beaucoup de mentions sur les sports dans la civilisation homérique, et notamment chez les aristocrates. Ce sont les aristocrates chez Homère qui s'affrontent, c'est pas toute l'armée, c'est uniquement les aristocrates, et c'est un moyen d'ailleurs pour eux d'affirmer leur supériorité, qu'elle soit hiérarchique ou militaire, puisqu'ils sont plus compétents pour faire certaines activités sportives. Et cette caractéristique assez militaire de la gonne, en tant que jeu, elle est purement masculine, puisque à la guerre dans le monde grec, comme certains le savent déjà, eh bien, ce sont les hommes qui vont à la guerre. Et du coup, on a cette culture du sport qui va d'abord être véhiculée par les hommes et pour les hommes. Lorsque les premiers jeux officiels vont être créés, donc on peut considérer que 776, c'est une date un petit peu qui a été choisie par des historiens antiques déjà à l'époque pour fixer les premiers Jeux olympiques. Lorsque ces premiers Jeux olympiques sont refondés, parce qu'il y a toute une histoire un petit peu complexe, il y a des vidéos qui vont arriver là-dessus, vous en faites pas, mais en gros, il y a plusieurs mythes fondateurs sur les Jeux olympiques. Et évidemment, en 776, il y a une date où ce sont les hommes, on va dire communs, comme nous, comme vous et moi, qui ont refondé les Jeux pour s'affronter autour d'une course lors de cérémonies en l'honneur de Zeus tous les 4 ans. Au début, les Jeux olympiques, c'est uniquement une course. Or, déjà, si on veut commencer à parler des droits des femmes, puisque c'est le sujet de cette vidéo, il faut savoir que la course, qui est le sport le plus pratiqué dans le monde grec, et qui était déjà pratiqué par tout un ensemble de civilisations antiques, et bien la course, c'est le sport le plus pratiqué par les femmes dans toute la Grèce à l'époque classique. Je pense que je vais centrer ma conférence surtout sur l'époque classique hellénistique, donc pour vous donner des bornes historiques, on va dire, du 5e jusqu'au 1er siècle avant notre ère, mais je vais évoquer certaines choses un peu plus anciennes. Et justement, dans ce cadre-là, les, euh, les femmes, en fait, courent énormément. Elles s'entraînent à la course et on a tout un ensemble de cérémonies à l'époque archaïque de courses qui sont faites par les femmes et pour les femmes. C'est un entraînement assez commun, à tel point que pour les jeunes Spartiates, alors vous allez voir, Sparte est un petit peu particulière sur le droit des femmes et les sports dans l'Antiquité. À Sparte, la pratique de la course pour les femmes est quasiment obligatoire parce que c'est censé permettre aux femmes d'enfanter de meilleurs guerriers. Donc elles s'entraînent et d'ailleurs les Athéniens se moquent des femmes spartiates en disant que, un, elles ont des grosses cuisses et deux, qu'on voit leurs cuisses. Puisque pour courir, évidemment, bah, vous n'allez pas courir avec une robe trop longue et donc vous allez avoir des robes plus courtes et donc on va voir votre mollet et votre genou, voire votre cuisse. Et les Athéniens se moquent énormément des femmes spartiates pour cela. Alors cette moquerie qui vient d'Athènes, elle nous révèle une chose, c'est que la course, c'est le sport féminin lorsqu'on autorise les femmes à faire un sport. Dans les Jeux olympiques, pour faire très rapidement sur les Jeux, jamais les femmes n'ont été autorisées à participer sur le stade à des épreuves. J'insiste bien sur le stade. Vous allez voir la différence un peu après. Ça veut dire que les Jeux olympiques, ce sont des jeux purement masculins. Et d'ailleurs, dans la plupart des jeux organisés dans le monde grec, il n'y aura pas de compétition, enfin de grandes compétitions panhelléniques comme Delphes, Némée, les Jeux ismiques, donc à Corinthe, et les Jeux olympiques évidemment, c'est les 4 grands jeux, avec des épreuves féminines. Cependant, dès l'origine, eh bien, il y a les Jeux olympiques, mais il y a aussi des jeux qui sont réservés aux femmes, qu'on appelle les Erraya.
en l'honneur de Héra, la femme de Zeus. Et ils ont lieu, si je ne dis pas de bêtises, 2 semaines après les Jeux olympiques officiels, ce qui veut dire que probablement une bonne partie des pèlerins qui sont venus pour assister aux Jeux olympiques, ben, une bonne partie de ces pèlerins restent dans la région pour assister ensuite aux Zeraya. Donc ça, c'est un élément assez intéressant à noter. Et les femmes donc, ont une compétition qui leur est réservée. Alors au début, c'est surtout les femmes de l'Élide, la région où ont lieu les Jeux olympiques, qui vont participer à ces courses. 12 femmes en l'occurrence, toujours 12 femmes qui participent à cette course. Et c'est une course du stade qui est raccourcie. Donc, dans le monde grec, apparemment, en tout cas pour les Zeraya, ils ont considéré qu'elle n'était pas apte ou on ne souhaitait pas qu'elle puisse concourir sur la même distance que les hommes, 192 mètres en l'occurrence, sur la distance du stade à Olympie, eh bien, c'était 162 pour les femmes. Donc, c'est quand même un beau sprint. Et cette compétition qui est réservée aux femmes, les Zeraya, eh bien, des compétitions comme celle-ci, il y en a un peu partout dans le monde grec. On a tout un ensemble de traces, de sources, qui nous indiquent que des jeux réservés aux femmes ont eu lieu dans le monde grec. Hop. Alors, les femmes, pour parler des droits, parce qu'on est dans la journée des droits internationaux des droits des femmes, les femmes, elles vont avoir des droits différents en fonction des cités. Et ces droits différents en fonction des cités vont normer leur pratique sportive. On va faire 2 grandes cités, 2 grands ensembles qui sont très bien connus grâce au texte, puisqu'elles sont souvent mises en comparaison par les auteurs antiques. C'est Athènes d'abord, d'un côté, qui malheureusement phagocyte toute la documentation que l'on a sur le monde grec, parce qu'elle a énormément écrit, elle a produit de nombreux textes. Il y a une culture de l'écrit qui s'est développée à Athènes au 5e siècle et qui ne s'est jamais arrêtée par la suite. Et donc ça a été un grand moment. Athènes a un peu écrasé de son aura l'histoire grecque. Athènes d'un côté et sa grande ennemie, Sparte. Donc Sparte, elle, de son côté, c'est une cité qui va avoir des caractéristiques très différentes d'Athènes. Et comme elle est très différente d'Athènes et que c'est l'ennemi d'Athènes, ben, les Athéniens vont en parler. Alors, souvent, ils en parlent pour déprécier le système spartiate, mais quand même, on a des textes sur Sparte plus que pour les autres cités. Et pour les autres cités qui restent, eh ben, malheureusement, on est un petit peu dépendant des quelques sources qui nous sont parvenues. Je vais parler d'Athènes et de Sparte, et après je vous parle des autres cités. À Athènes, les droits des femmes sont extrêmement restreints. C'est une des cités les plus, on va dire, dures envers leur population féminine. D'abord, la femme est toujours assujettie, d'un point de vue légal, à un homme. Ça, c'est classique à beaucoup de sociétés. Mais enfin, en l'occurrence, à Athènes, c'est très prégnant. Et du coup, c'est le cas, par exemple, elle est d'abord sous la tutelle de son père. Si son père meurt, elle passe sous la tutelle d'un oncle, d'un frère, d'un cousin. Et si elle est mariée, eh bien, elle passe sous la tutelle de son mari. Donc la femme n'est jamais une citoyenne à part entière, comme un homme. Elle est toujours, ses droits sont toujours limités par rapport à un homme qui va la gérer. Donc un homme de sa famille ou son mari lorsqu'elle est mariée. Ça, c'est la première chose. Ça peut même être son fils, hein, pour vous dire, si elle a des enfants et que son mari meurt et qu'elle n'a personne de sa famille, c'est son enfant, son fils, qui va avoir la tutelle sur sa mère. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fort. À Athènes, les femmes vont être un peu sacralisées. C'est un peu particulier, mais les femmes citoyennes sont sacralisées. Et en fait, c'est un peu comme pour Rome d'ailleurs par la suite, c'est assez paradoxal. Les cités les plus démocratiques sont celles qui limitent le plus les droits des femmes. Pourquoi? Parce qu'en limitant, on restreint leur action sur le corps civique et donc sur les décisions prises dans la cité. Dans une cité où le corps civique a peu de pouvoir, n'exerce pas en tout cas directement le pouvoir, ben, généralement les femmes ont plus de liberté et de droits parce que leur octroyer n'entraîne pas derrière des modifications des lois. Alors, justement, à Athènes, il y a une sorte de sacralisation de la femme. Elle doit être vierge, évidemment, au moment de son mariage. Elle doit être enfermée dans le gynécée. Je résume, hein, évidemment, c'est plus complexe que ça, mais de manière générale, de manière optimale, et en tout cas, c'est ce qui se passe chez les aristocrates, la femme est enfermée dans un gynécée. C'est une partie de la maison où elle va être. Je vais remettre sur la table, en fait, pour pas que vous ayez de la stabilité. Et elle va être restreinte dans cette zone pour toutes ses activités et elle va être souvent restreinte à des activités de production
économiques pour la maison, notamment la gestion des enfants, la gestion des esclaves, ça j'y reviens après, c'est quand même un rôle important, et de la production textile. Pour la plupart des foyers, les vêtements sont produits à domicile et cette production textile est assurée par le corps féminin. Dans ce gynécée, elles peuvent évoluer comme elles l'entendent, puisqu'elles ne sont qu'entre femmes, de la même famille généralement, mais ça peut être aussi des invités, si la maison est grande. Et à l'extérieur de la cité, de la maison, la femme, au sein de la cité, doit protéger sa vertu. Et cela passe par le fait de couvrir son corps. La plupart des vêtements féminins, en tout cas pour Athènes, sont de grandes robes qui tombent jusqu'aux chevilles. Et en plus de ça, on peut voir certains voilages, vous voyez, qui vont être mis. Alors, on parle de voile, il faudrait parler de châle, mais bon, c'est quelque chose d'assez classique, qui va protéger les cheveux, qui va couvrir les cheveux et le visage de la femme. Donc, on remarque, en tout cas à Athènes, que la femme, lorsqu'elle sort, doit exposer sa vertu en n'exposant pas son corps. Ça, c'est quelque chose qui est assez fort à Athènes. Et les jeunes femmes, à l'inverse, ont le droit, elles, vu qu'elles doivent attirer l'attention, à avoir les cheveux détachés et donc et visibles. Donc ça, c'est des choses comme ça. Et en quoi la femme est sacrée? Parce que la femme citoyenne est la seule à pouvoir donner un enfant citoyen. Il y a des lois qui vont passer à Athènes au 5e siècle qui imposent qu'un citoyen né d'un père et d'une mère athénienne. Donc la citoyenneté passe par le sang et passe par la mère. Ça, c'est un élément qui est assez important à Athènes. Et c'est tellement contraignant que, par exemple, on a des personnages historiques très importants, comme Périclès, qui va épouser une femme, Aspasie, qui est une étrangère, et il va faire passer une loi spécifique pour lui. Voilà, bon, souvent, les gouvernants, ils vont dire faites ce que je dis, pas ce que je fais, pour que ces enfants soient des citoyens athéniens. Donc, c'est un élément historique qui nous informe que c'était très difficile pour le reste du corps civique de devenir citoyen si on était enfant d'une mère ou d'un père non citoyen. Donc, les femmes transmettent, on va dire, par le sang, la citoyenneté. Donc, le corps civique athénien passe par la vertu des femmes et passe par le fait qu'il faut épouser des femmes athéniennes. Donc, il y a une reproduction du corps civique. À Athènes, c'est extrêmement restreint. Et donc, pour ce qui est des activités sportives, eh bien, on peut, sans trop, on peut mettre des doutes, mais avec une forte probabilité, on peut dire que les femmes à Athènes ne pratiquent pas le sport. Il n'y a pas de sportive athénienne. Pour la simple et bonne raison que aller au sport dans un gymnase demande à se dénuder en partie, à exposer sa vertu. En plus de cela, dans tous les textes qu'on lit, on n'a pas d'exemple de femmes, à Athènes en tout cas, qui font du sport. Et en plus, pour les rhéteurs athéniens, c'est un moyen de critiquer leurs grands adversaires que sont les Spartiates. Alors maintenant, on va parler du droit des femmes à Sparte, puisque là, je vais parler un petit peu d'Athènes pour venir sur le sport. J'ai rajouté un petit truc sur Athènes d'un point de vue du droit. La femme, si elle divorce, n'a le droit à rien. Elle ne récupère pas la dot, en gros, et elle n'a pas le droit même, je crois, de divorcer. Et à Athènes, si, par exemple, une femme trompe son mari, elle et l'amant sont passibles de peine de mort. Voilà. Quand même assez solide. Donc voilà, la condition féminine à Athènes est assez dure. Et le problème, c'est que quand on parle de droits des femmes dans la Grèce antique, en fait, on parle que d'Athènes, parce que c'est les femmes qu'on connaît le plus. Si on prend le modèle opposé, qui est le modèle spartiate, ou pas opposé, mais on va plutôt dire rival, puisque c'est comme ça que considèrent les Athéniens les Spartiates, à Sparte, la situation est tout autre. Déjà, le modèle politique est différent. On n'est pas dans une démocratie où le corps civique exprime son opinion et peut avoir une action sur la législation et l'exécutif. Et du coup, à Sparte, on est dans un système où le citoyen, qu'on appelle l'homooi, c'est-à-dire le semblable, le citoyen est constamment voué à l'intérêt de l'État. Dans ce cadre, en fait, un Spartiate lambda, un citoyen Spartiate, il a beaucoup de privilèges par rapport au reste de la cité, puisque ça exclut tous les étrangers, tous les périèques, c'est-à-dire des habitants de la Laconie, qui est la région où il y a la cité de Sparte, mais qui ne sont pas spartiates. Ils ont des droits différents, ils ont des lois différentes. Eux ont énormément de privilèges, mais ils ont aussi énormément de devoirs. Alors, parmi les privilèges, ils siègent au sein de l'Assemblée des citoyens.
ils peuvent exprimer leur opinion, mais en aucun cas, ils ne prennent de décisions extrêmement importantes. Ces décisions importantes, elles sont prises par une partie restreinte de la société que sont d'un côté les rois, donc eux, c'est une descendance dynastique, et de l'autre, un conseil de vieillards euh, qui vont amener et légiférer. Et ces derniers vont être contrôlés par les efforts qui sont élus pour un an par les citoyens. On ne va pas parler de tout le système politique spartiate, mais il faut comprendre qu'à Sparte, les citoyens en fait ont beaucoup moins de droits. Alors là encore, pour être spartiate, il faut être fils d'un citoyen spartiate et d'une citoyenne spartiate. Donc on retrouve cette transmission de la citoyenneté par le sang, et donc la femme est extrêmement importante à ce niveau-là, et donc sa vertu doit être respectée pour enfanter de vrais spartiates. Mais à l'inverse d'Athènes, à Sparte, le fait qu'une femme pratique des sports, qu'une femme montre des parties de son corps, ce n'est pas considéré comme non vertueux, bien au contraire. Et les femmes ont beaucoup plus de droits qu'à Athènes. Je vous donne des exemples. D'abord, à Sparte, la conception de gynécée ne semble pas exister. Les femmes ne sont pas restreintes dans une pièce lorsque des hommes viennent à la maison. Les Spartiates, les femmes spartiates peuvent sortir en dehors de chez elles sans cacher toutes les parties de leur corps. Ça ne veut pas dire qu'elles le font, ça veut dire qu'elles le peuvent. La preuve qu'elles le peuvent, c'est que les Athéniens, des ambassadeurs athéniens qui ont visité Sparte à l'époque classique, vont constater qu'il y a des femmes dont on voit les cuisses. Donc si c'est le cas, et que ça les surprend, et qu'ils en parlent, c'est que ça les choque. Et qu'apparemment, à Sparte, c'est pas puni légalement. Donc déjà, la femme, en fait, peut s'habiller telle qu'elle le veut. Ça ne veut pas dire qu'elle va le faire. Ça ne veut pas dire qu'elle va avoir une opprobre sociale ou son mari qui va lui dire attention à ce que tu fais. Attention. Hein. Mais dans le droit, puisque là, on est aujourd'hui dans la journée du droit international, hein, il y a le droit, on va dire, tel qu'il existe et tel qu'il s'applique. Et voilà, et ça, c'est une grande différence aussi. Quand on parle de droit des femmes, il faut aussi parler de ça, hein, la manière dont ce droit est appliqué. J'en parlerai après. Et donc, à Sparte, en l'occurrence, elles ont ce droit-là. Et surtout, elles pratiquent les sports parce que dans la mentalité spartiate, la cité de Sparte est orientée vers la guerre, donc ça c'est Alaïus que tout le monde connaît. Et comme c'est une cité orientée vers la guerre, ils vont penser énormément de choses vis-à-vis du fait d'enfanter de bons guerriers. Et pour enfanter de bons guerriers, les Spartiates vont théoriser le fait que les femmes doivent être en forme pour mieux supporter l'accouchement. Déjà, c'est une observation qui est assez factuelle, et surtout pour transmettre une sorte de forme physique aux nourrissons à venir. Je passe tout le délire qui arrivait bien plus tard sur le fait de jeter des enfants spartiates par un rocher lorsqu'ils étaient un peu déformés ou un peu chétifs. Ça n'a jamais existé. Voilà, c'est une légende. Mais chez les Spartiates, en tout cas, ils avaient corrélé le fait d'être un bon guerrier, le fait d'avoir une mère qui pratiquait des sports. Et donc, les femmes pratiquent des sports. Et elles ne pratiquent pas que la course. Elles pratiquent des activités qu'on considère faisant partie du pentathlon antique, donc lancer de javelot, lancer de disque, lancer de soi-même, le saut, la course et la lutte. Donc elles sont extrêmement actives dans les sports. Elles pratiquent assidûment dans les gymnases. Donc on ne sait pas, aujourd'hui, on ne sait pas si elles ont des créneaux horaires, on va dire, différents, un peu comme voilà, si on va dans les bains, par exemple, nus en Europe, il y a des créneaux horaires pour les femmes et pour les hommes. Bon, pour le monde grec, et notamment spartiate, on ne sait pas s'il y a des créneaux horaires pour les femmes spartiates et les hommes spartiates, mais ce qui est certain, c'est qu'elles vont dans les gymnases, ce qui est une grande différence par rapport à Athènes. Elles vont dans les gymnases, elles pratiquent des sports, et en plus, elles ont des tenues adaptées à cela, et notamment, elles ont cette tunique un peu plus courte qui dévoile leurs cuisses. Et du coup, c'est ça qui fait la critique des Athéniens, qui se moquent de cela. Pourquoi ils se moquent? En fait, ils considèrent que les femmes spartiates ne sont pas belles, parce qu'elles ont le teint qui est rougi par le soleil, puisqu'elles s'entraînent à l'extérieur, elles ne sont pas blanches, elles va le battre. Hein. Ensuite, elles ont des grosses cuisses. Bon, apparemment, c'est une chose qui est pas top. Top Kylian, content d'alimenter le trajet jusqu'au travail. et en plus, eh bien, elles exposent leur vertu, elles exposent leur corps, et donc elles sont peu vertueuses. Voilà. Donc ça, c'est un peu la critique des Athéniens sur les femmes spartiates. Or, ce qui est une critique dans le monde grec, puisque s'ils s'amusent à le faire, c'est qu'à Athènes, on devait se moquer de cela. C'était plutôt misogyne, Athènes. Bah, aujourd'hui, on constate qu'au contraire, c'est plutôt une avancée au niveau des droits des femmes qui est plutôt cool, plutôt intéressante.
Ensuite, si on reste sur le cas de Sparte, au niveau des droits des femmes, là, je vais sortir des sports pour mieux y revenir juste après, vous allez voir. Euh, il y a un fait, c'est que le but du couple à Sparte, encore plus qu'à Athènes, c'est produire des enfants, et comme dirait le joueur du grenier, des enfants pour la guerre. Or, eh bien, si un couple est stérile, ce qui peut arriver, eh bien, contrairement à Athènes, où en fait on répudie la femme, on considère que c'est la femme, hein, forcément, qui est stérile, eh bien, à Sparte, d'abord, l'homme, donc on commence quand même par l'homme, va tester avec des esclaves d'essayer d'avoir des enfants, et s'il n'y arrive pas, ça veut dire que potentiellement le problème vient de lui. Et du coup, alors on a aussi tout le concept des vieux hommes qui ont épousé des jeunes femmes. Ça, c'est une réalité qui est commune à tout le monde grec et à tout le monde antique. Généralement, c'est des hommes plus âgés avec des femmes plus jeunes, puisque en fait, on a déjà un statut économique important et une situation sociale, alors que la femme, on va la prendre plutôt jeune, notamment par rapport à la virginité prémaritale. Et du coup, ils considèrent que les vieux hommes, peut-être, ne peuvent pas enfanter, n'ont plus la virilité, la capacité d'enfanter. Et du coup, à Sparte, un mari va donner l'accord à sa femme pour aller coucher avec un autre Spartiate. Alors, attention, hein, pas n'importe quel homme, ça doit être un autre Spartiate qu'il connaît pour essayer d'avoir des enfants, dans le cadre où le couple est stérile. Et si là, bah, il n'y a pas d'enfant, bah, ça s'arrête là. En gros, il y a stérilité. Alors, on ne sait pas à quel point ça se fait avec l'aval ou non de la dite femme, mais ça nous montre en fait une ouverture d'esprit qui est un petit peu différente à Sparte par rapport à Athènes, notamment d'un point de vue naturaliste. Ils acceptent que la faute peut retomber sur l'homme. C'est lui peut-être qui est stérile et pas la femme. Donc il y a une évolution en fait entre Sparte et Athènes qui est très différente, une vision qui est très différente vis-à-vis de la femme. Et les femmes spartiates, finalement, elles ont pas moins, pas plus de droits que les hommes de Sparte. D'ailleurs, il y a tous les aphorismes spartiates sur la mère qui dit à son fils ou à son mari, tu reviens avec ton bouclier ou sur ton bouclier. On sent que la pression sociale féminine liée à la guerre est extrêmement forte et elle s'exerce sur les hommes. Et ça, c'est quelque chose que les femmes ne subissent pas, puisque les femmes, en fait, vont mettre, par exemple, il y a des femmes, des mères, qui vont renier leurs enfants, s'arracher les cheveux et pleurer lorsqu'elles apprennent que leur mari ou leurs enfants ne sont pas morts à la guerre et ont fui. À l'inverse, s'ils sont morts à la guerre, elles devront afficher une joie ostentatoire parce que, par l'intermédiaire de leur enfant, elles ont participé, elles ont sacrifié ce qu'il y avait de plus précieux, la vie et la vie de leur famille, pour la cité. Donc, les femmes, en fait, ont des droits similaires aux hommes, finalement, à Sparte. Alors, évidemment, elles n'ont pas accès aux plus hautes magistratures. Donc, évidemment, les droits ne sont pas égaux, mais dans le quotidien de la plupart des citoyens spartiates, qui eux non plus n'accéderont jamais aux plus hautes magistratures de l'État, entre la femme spartiate et l'homme spartiate, il y a des points communs assez forts. Et d'ailleurs, lorsque Sparte a été attaquée à des rares fois de son histoire, la cité a été attaquée. Dans la défense même de la cité, alors ça c'est un cas assez commun à toutes les cités grecques, mais c'est très prégnant à Sparte, les femmes spartiates se seraient battues comme des lionnes pour défendre les rues de leur cité. Et si elles ont pu le faire, c'est mis en relation avec le fait qu'elles s'entraînaient, qu'elles avaient une pratique sportive. Et ça, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne et je vais en reparler là dans l'année sur des vidéos qui vont venir. La corrélation entre pratique sportive et capacité à partir à la guerre et à combattre sont directement liées. Voilà. Donc les femmes acquièrent par leur pratique sportive le droit de prendre des armes dans des cas extrêmes comme la défense de la cité. Voilà. En plus de ça, Sparte va être la première cité à fournir une athlète ayant triomphé aux Jeux Olympiques. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que les femmes n'ont pas le droit de concourir sur le stade d'Olympie. C'est vrai, mais il y a une petite subtilité dans ma phrase. Elles n'ont pas le droit de concourir en personne sur le stade, mais elles ont le droit de financer des attelages ou des chevaux dans le cadre des courses hippiques. Alors ça, c'est toute une partie des Jeux Olympiques. Dans le cadre des Jeux Olympiques, en fait, il y a donc toutes les pratiques du stade, le pentathlon, lancer de javelot, disque, saut, course, lutte, toutes les parties de combat, donc lutte, pancrace, pugilat, plutôt pugmacia en grec. Donc il y a tout un ensemble de sports qui se passent sur le stade, mais il y a aussi des pratiques qui se passent sur l'hippodrome, là où les chevaux vont courir. Littéralement, hippodromie, hein, c'est le lieu où les chevaux courent. Et il y a plusieurs concours hippiques, pas épiques, hein, hippiques, donc équestres, notamment les courses de chars. Et donc il y a plusieurs distances avec plusieurs règles. Et il y a aussi des courses avec des jockeys, hein, un cheval qui part et le jockey par-dessus.
Or, dans ces courses, petite spécificité, le vainqueur n'est pas celui qui dirige l'attelage ou qui est sur le cheval, c'est pas le jockey, c'est pas le cavalier, c'est celui qui finance l'ensemble, c'est-à-dire qui paye pour les chevaux, qui paye pour le char et qui paye le cavalier. Voilà. Donc ça, hop, excusez-moi, obligé de raccrocher, sinon ça va casser le partage de cours. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez particulier. Et du coup, ça crée une faille dans le règlement qui va permettre aux femmes de s'introduire. Juste pendant 300 ans, parce que les courses, elles ont été introduites à la fin du 7e, début du 8e siècle. En gros, les courses équestres. Fin du 7e, début du 6e siècle. En 396, alors que Sparte est au sommet de sa puissance, elle vient de gagner la guerre du Péloponnèse, elle a imposé son hégémonie, c'est-à-dire sa domination sur la Grèce, et bien pour la première fois de l'histoire des Jeux Olympiques, une femme va triompher à Olympie en ayant financé un attelage victorieux dans une course de chars. Et cette femme, c'est pas n'importe qui, c'est la sœur du roi de Sparte. Donc, le nom de cette femme, alors, je ne veux pas écorcher son nom, donc je vais faire juste vite fait en même temps, petite recherche internet pour vous parler d'elle. Non, en fait, j'ai écrit je suis bête, j'ai écrit des scripts et donc j'ai tout ça déjà sur mon PC. Les femmes et les jeux, voilà. Donc j'ai déjà préparé pas mal de choses. Mais comme ce stream, je l'ai un peu improvisé comme vous pouvez le voir. Donc en tout cas, cette femme, c'est une sœur d'un roi spartiate, donc c'est pas rien, au moment de sa puissance, au sommet de sa puissance. Donc c'est pas un hasard en fait, hein, c'est au moment où Sparte est assez forte pour potentiellement modifier une des institutions sportives et religieuses, parce qu'il faut jamais oublier que les Jeux Olympiques, c'est une institution religieuse avec tout un ensemble de tabous, pour permettre à une femme de participer. Je retrouve le nom juste après parce que c'est en train de charger. Tac, tac, tac. Voilà, c'est ouvert. Voilà, Siniska. Voilà, elle s'appelle Siniska. C'est la première femme à remporter les Jeux Olympiques. Et d'ailleurs, cette dernière, elle est assez badass parce elle va faire une stèle. Et sur cette stèle, elle va écrire Je suis fille et sœur d'un roi de Sparte. Et donc, elle encense sa cité. Et je suis la première femme à avoir été victorieuse durant des Jeux. Voilà. Quand même assez badass. Et attention, hein, elle va faire graver ça sur le piédestal de sa statue colossale en bronze qui va rester à Olympie. Et cette statue, elle est décrite 600 ans plus tard environ par un voyageur du nom de Pausanias qui fait du tourisme en gros et qui fait un petit manuel, un petit guide vert, un guide Michelin de tous les sites grecs intéressants. Et notamment, il parle d'Olympie et il décrit cette statue. Donc, grâce à un petit écart dans la loi, dans les lois des jeux, qui est normalement excluait les femmes, hein, et grâce à la puissance de Sparte, qui a sans doute permis eh bien, à cette femme spartiate très riche, attention, hein, c'est pas une pauvre, hein, elle a financé un attelage de chars, elle en finance d'ailleurs plusieurs, elle est première, quatrième aussi, je crois qu'elle a financé 3 attelages, donc en plus elle se targue de plusieurs victoires, et si elle peut le faire, c'est parce qu'à ce moment-là, la ville d'Olympie n'aurait pas pu contester à Sparte le droit de la sœur du roi de Sparte de gagner les Jeux. En fait, on ne pouvait pas lui dire, oui, mais attendez, on avait dit que les Jeux étaient interdits aux femmes. Un roi de Sparte qui aurait rétorqué, mais attention, elle n'a pas concouru sur le stade, elle n'a pas concouru en tant que jockey, elle a financé un attelage, cet attelage a gagné, donc elle a gagné les Jeux. Donc, 396, c'est une date à retenir sur les droits internationaux des femmes, et notamment par rapport à une année olympique comme 2024, parce que c'est la première fois qu'on a le nom d'une femme vainqueur aux Jeux olympiques. 396. Donc il a fallu attendre 300 ans quand même, hein, dans le monde grec antique, pour que les femmes arrivent à s'introduire là-dedans. Alors par la suite, il va y avoir 12 femmes qui vont faire pareil, dans toute l'histoire des Jeux olympiques antiques, hein, évidemment. Notamment, on a une sœur d'un roi d'Égypte, Ptolémée. À chaque fois, d'ailleurs, on remarque, ce sont des femmes très riches et qui sont liées, de près ou de loin, à une puissance dominante de ce moment-là. Oui, alors en même temps, je vais lire les commentaires pour répondre, pour que ce soit plus interactif. Alors, pourtant, je me rappelle que dans un texte ancien, l'auteur avait dit que, avec mépris, que les femmes spartiates avaient fui comme toutes les femmes, en général, en temps de guerre. Oui, mais ça, c'est Plutarque. En fait, Plutarque, il a raconté beaucoup de bêtises. Et Plutarque, en gros, c'est un auteur du deuxième siècle
qui aime énormément les anecdotes. Et notamment dans les anecdotes, et c'est lui qui va créer le mythe du fait qu'à Sparte, on jette les enfants chétifs. Sauf que il dit que c'était une pratique qui était faite autrefois, une période que lui n'a pas pu constater. Or, aucun autre auteur ancien n'en parle. Or, je peux vous dire que les Athéniens, qui sont les premiers toujours à critiquer les Spartiates dans tous leurs textes, dès qu'ils le peuvent, pendant les guerres médiques, enfin, pendant les guerres du Péloponnèse, ils en auraient parlé, c'est sûr. Et ensuite, d'un point de vue archéologique, on n'a trouvé aucun lieu correspondant avec des cadavres de nourrissons, ou de bébés, ou de jeunes enfants. Voilà, le fameux lieu où ils auraient été jetés, on a trouvé des cadavres, et c'était des cadavres de jeunes hommes en forme, donc entre, je crois, le plus jeune 14 et le plus âgé de 30 ans, donc des prisonniers de guerre, on estime, ou des ilotes. Donc, c'est une légende, et là encore, c'est Plutarque qui critique, et d'ailleurs, c'est intéressant, quand il le fait, alors j'ai plus la référence en tête, mais en effet, hein, c'est bien de le soulever, quand il fait cette critique-là, s'il se sent le besoin de préciser que les femmes de Sparte, comme toutes les femmes, ont fui, ça prouve bien que dans l'imaginaire grec, du reste du monde grec, c'est que les femmes de Sparte ne fuient pas à la guerre. Et lui va préciser, ah bah tiens, c'est bizarre qu'on dise ça, puisque justement, comme toutes les femmes du monde, elles ont fui lors de l'assaut de la cité. Voilà. Parce que Plutarque, il est lié à un monde politique ennemi de Sparte. Un peu lié à un contexte dont je ne vais pas faire la description tout de suite, mais en fait, Plutarque, c'est encore un auteur ennemi de Sparte. Voilà. Donc, pour reprendre donc, sur Cynisca, elle gagne les Jeux. Bravo. Et derrière, donc, elle ouvre une porte au sein des Jeux Olympiques. Alors, pourquoi à Olympie, il n'y a pas de femmes? Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, comme je vous ai dit, il y a les Zéraïas qui leur sont réservés. Ensuite, Olympie, c'est le lieu du conservatisme extrême du monde grec. Le fait que les Jeux Olympiques aient eu lieu tous les 4 ans pendant plus de 1000 ans sans discontinuité et qu'elles aient fini par servir le nom du vainqueur du stadion et fini par servir de calendrier pour les auteurs anciens, dès l'époque fin d'époque classique et début époque hellénistique, c'est une sorte de calendrier universel, ça nous prouve le conservatisme de ces Jeux Olympiques, plus que tout autre. Et donc ils sont très importants, et du coup, comme évidemment dans les époques anciennes, archaïques et pré-archaïques, si on parle du Mycénien, ce sont les aristocrates, et donc les hommes qui s'illustrent à la guerre, qui font les jeux, et cette culture aristocratique très forte, eh ben forcément, on ne va pas y inclure les femmes. Les femmes même sont des prix dans l'Iliade. C'est des prix qu'on gagne, en aucun cas des participantes. Donc cette tradition reste. Mais ce qui est paradoxal, c'est que cette tradition, donc je vous explique comment ça s'exprime, c'est-à-dire qu'à Olympie, pour parler des droits des femmes, les femmes mariées n'ont même pas le droit de rentrer dans l'enceinte sacrée au moment des Jeux. Vous savez, des fois qu'elles voient un athlète nu. Et pourquoi les athlètes sont nus? Pour éviter justement qu'une femme ne participe déguisée en homme. Ça va loin quand même. Hein. Et j'allais encore plus loin. Les arbitres vont devoir, à partir d'une certaine période, eux aussi, aller nus sur le stade parce que il y a une femme spartiate. Alors, pareil, je ne vais pas écorcher son nom. Je vais vous donner son nom exact. Tac, tac, tac. Phéréniki. Voilà, c'est Phéréniki qui, en 388, a assisté aux Jeux Olympiques déguisée en homme. Et Phéréniki, c'est pas n'importe qui. Elle est la fille, la femme et la mère de grands champions de Pugmatia, donc de pugilat, venus de Rhodes. Et justement, elle était aussi entraîneuse. Alors pareil, je vous ai dit qu'on n'a que Athènes et Sparte sur les droits féminins. Mais en fait, à Rhodes, ça nous montre quoi? C'est que dans la cité de Rhodes, on admettait tout à fait qu'une femme pratique le pugilat, puisque d'ailleurs tous les auteurs grecs sont d'accord, on ne peut pas entraîner si on n'a pas pratiqué. Donc elle pratique le pugilat, donc la boxe quand même, qui est un sport de combat, d'opposition, et qu'elle soit apte à entraîner des athlètes, et en l'occurrence son fils. À tel point que son fils est si bien entraîné qu'il concourt aux Jeux Olympiques. Voilà, c'est pas tout le monde qui concourt aux Jeux Olympiques. Il n'y a que les meilleurs des meilleurs, parce qu'à Olympie, il y a une session très longue avant les Jeux, pendant un mois, où les athlètes sont soumis à des tests par les entraîneurs, par les arbitres des Jeux Olympiques, les Eladonis. Et si en fait ils considèrent que le niveau n'est pas là, en fait ils se font dégager, quoi. Donc si vous n'avez pas le niveau, vous ne concourez pas aux Jeux Olympiques. Et de toute manière, à Olympie, il y a plein de vainqueurs qui gagnent parce qu'il n'y a aucun opposant qui vient les affronter.
C'est-à-dire, ils sont tellement bons que les gars en face savent qu'ils vont perdre et ils préfèrent ne pas se ridiculiser. Donc à Olympie, en fait, seuls les meilleurs qui sont vraiment sûrs de leurs compétences viennent concourir. Et bien justement, on a en 388 un gars qui a été entraîné par une femme, sa mère, qui vient et du coup qui a le niveau de concourir à Olympie. Et pendant le combat, il gagne, donc il gagne les Jeux Olympiques, son fils. Et du coup, elle, qui est venue en fait déguisée en homme parmi les entraîneurs pour assister et encourager son fils, elle exulte de joie. Et du coup, donc déjà en plus, elle ne s'est pas fait reconnaître par les autres, donc elle va avoir un physique bien costaud. Hein, donc c'est vraiment une athlète. Elle passe par-dessus la barrière qui sépare les athlètes des arbitres, et en enjambant cette barrière, en fait, les auteurs antiques nous disent qu'on voit ses parties génitales, et donc on comprend que c'est une femme. Donc là, elle se fait arrêter, et attention, la peine, elle est lourde, hein, c'est peine de mort normalement. Mais ensuite, il y a un jugement, et comme du coup, elle est fille parce que les vainqueurs olympiques ont une aura quand même, hein, une aura, ils sont sacrés, ils ont gagné, ils ont été choisis par Zeus. Comme elle est fille d'un d'un vainqueur du pugilat, elle est femme, donc bon, son père est mort, son mari est mort aussi d'ailleurs. Elle est femme, elle est veuve d'un vainqueur des Jeux Olympiques, et qu'à présent que son fils a gagné, puisqu'à l'instant il vient de gagner, hein, elle est mère donc d'un athlète vainqueur aux Jeux. En vertu de tout cela, on lui pardonne, donc elle peut repartir. Elle ne paye pas d'amende, elle n'est pas fouettée, elle n'est pas mise à mort. Mais à partir de là, on fait passer une loi en 388 pour éviter que ça ne se reproduise. Et les arbitres, eux aussi, doivent venir nus à Olympie. C'est-à-dire, il y a le public qui regarde les jeux, et donc il y a les athlètes qui sont nus pour être sûr que ce ne soit pas des femmes, et les entraîneurs et les arbitres, enfin pas les arbitres, c'est un peu différent, pardon, c'est pas les arbitres, les entraîneurs, et les entraîneurs sont nus. Donc ça va loin, hein, l'interdit et le tabou des femmes. Par contre, il y a une femme qui est autorisée d'assister au jeu. Il y a plusieurs femmes. D'abord, il y a les femmes non mariées. Elles n'assistent pas au jeu, mais elles ont droit de venir dans l'enceinte sacrée. Donc, elles ont le droit de passer pendant les cérémonies religieuses. Elles ont le droit d'être présentes. Et surtout, il y a une femme, c'est la prêtresse de Déméter. Donc, Déméter, c'est la divinité, en gros, qui s'assure de la fertilité des sols. Or, en fait, dans l'Antiquité grecque, les Jeux olympiques, à la base, c'est une cérémonie sacrée en l'honneur de Zeus et de Déméter. On l'oublie assez souvent, mais ce sont des cultes aussi liés donc, à la fertilité, puisqu'en fait, la pluie, quand elle mène Zeus, ça va avec la fertilité. Hein. Donc, vous voyez, quand on parle de droit international des femmes, en fait, une société, elle fonctionne avec un masculin et un féminin. 50% de ça. Et donc, la fécondation fonctionne avec un masculin et un féminin. Et dans le sacré, c'était le cas. Et les Jeux olympiques ne sont pas déconnectés de culte féminin à la terre nourricière, pour faire simple. Et donc, la prêtresse de Déméter, derrière toi, tu as une prise si tu veux. Derrière toi, tu as une prise si tu veux. La prêtresse de Déméter a le droit à une place d'honneur au sein des Jeux olympiques, et elle est en plein milieu du stade et elle a un siège assis, alors que la plupart des gens sont debout. Petite parenthèse pour votre vocabulaire, stadion, en grec, ça veut dire littéralement debout. En fait, un stade, c'est être debout. Donc, on n'était pas assis dans les gradins, on était debout, et les athlètes sont debout aussi. Voilà. Et d'ailleurs, state, c'est l'État, c'est être. Il y a plein de stands debout en anglais. Enfin voilà, tout ça, c'est du grec. Voilà, pour la culture personnelle. Et bien Déméter, la prêtresse Déméter, elle a le droit d'être assise. Bon alors, vous allez me dire, pour une femme qui a le droit d'assister au jeu, ok, c'est sympa, mais bon, c'est un peu faible, mais je suis obligé de le mentionner. Donc voilà pour les femmes liées aux Jeux Olympiques. Donc en fait, on se rend compte que c'est finalement assez maigre, la pratique sportive, les femmes là-dedans. Mais enfin, elles ont quand même des jeux qui leur sont dédiés. Je vous ai dit, hein, ce sont les Eraya. Et on a plein de cités qui organisent des jeux. Et notamment Sparte. Je vous lis quand même le texte d'Euripide qui, dans Andromaque, se moque des femmes spartiates. Même si elles le voulaient, aucune fille de Sparte ne saurait être vertueuse. Elles désertent leur maison et, les cuisses dénudées et le vêtement relâché, partagent avec les garçons les mêmes pistes de course et les mêmes palestres. Cela n'est pas tolérable. Andromaque, d'Euripide, 595-600, pour la référence. Voilà, des fois qu'il y a des fous de référence dans l'auditoire. Donc, voilà la critique assez forte qui est faite. Donc, par rapport à la phrase que je vous disais, je ne savais pas s'il y avait des créneaux, je ne me rappelais plus s'il y avait des créneaux réservés aux femmes ou pas. Apparemment, non, à Sparte, non. Alors, je vais conclure ce direct avec
pour revenir sur le droit des femmes. Je vous ai parlé des Jeux olympiques parce qu'il y a beaucoup d'informations. Mais les Jeux olympiques sont les seuls qui ne vont pas bouger. En fait, on apprend qu'à Némée, à Delphes et à Corinthe, durant les 3 autres grands Jeux, eh ben, il va y avoir un pentathlon féminin. Il y a des courses féminines qui sont organisées pendant les Jeux à partir de l'époque hellénistique. En fait, seule Olympie ne va pas développer des compétitions féminines pendant la compétition. Mais à Delphes, il y en a. Voilà. Voilà. Donc à Delphes, il y en a. À Corinthe, il y en a. Et à Némée, il y en a. Et il y a des spectateurs. Et en plus, même si on dit que les femmes n'ont pas de compétition, elles sont un peu à part, bah, à Olympie, même si bon, ils sont hyper conservateurs, pendant le temps des Jeux olympiques, il n'y a pas de sport pour elles, il y a quand même une course dédiée à Héra, et là, c'est typiquement féminin. Et c'est exclusivement pour les femmes mariées. Bon, ça nous montre le conservatisme, parce que seulement elles sont dignes, et puis Héra, c'est une femme mariée, donc c'est normal. Ensuite, je vous ai parlé du droit des femmes, il y a la célèbre plaque de Gortyn, donc ça c'est en Crète, c'est un texte qu'on retrouve tout le temps, hein. Quand on parle de droit des femmes, c'est un petit peu incontournable dans le monde grec, qui exprime en fait le droit des citoyens et citoyennes de la cité de Gortyn, donc c'est au sud de la Crète. C'est une cité grecque, et cette cité grecque, elle est dorienne, tout comme Sparte, parce que oui, il y a des ensembles un peu différents dans le monde grec. Et ben cette cité, sachez que les femmes ont le droit de demander le divorce si leur mari les trompe, ou en fait leur fait du mal, ou ne gère pas bien la maison. Parce que oui, ça c'est une constante. Le rôle de la femme, c'est la gestion de l'oikonomos, donc l'économie, qui vient de oikos, la maison, et nomi, les lois. C'est elle qui gère les lois de la maison. Et la gestion financière. Et bien, à Gortyn, ça va tellement loin que si son mari est un incapable et un dépensier, elle peut divorcer. Et lorsqu'elle divorce, elle repart avec sa dot et les intérêts de la dot. Voilà. Et à Gortyn, la femme a beaucoup plus de droits. Elle n'est pas sous tutelle de toujours, toute sa vie, de son mari ou de son père. Notamment, son père meurt, bah, elle devient autonome. Lorsque son mari meurt, elle devient autonome. Je prends un autre exemple. Donc ça, c'est voilà, Nilée, d'où vient la belle Aspasie, femme de Périclès. Eh ben, apparemment, les droits des femmes étaient beaucoup plus importants là-bas. La preuve en est que Aspasie, d'abord, elle va se marier à Périclès, grand stratège. On nous dit que c'est une femme très cultivée. Bon, on nous dit qu'elle entretient des bordels. En fait, elle entretient plutôt une sorte de compagnie d'escort girls de très haute volée, qui, elles, partagent leur vie et leur soirée avec des grands intellectuels athéniens. Donc à Athènes, en fait, il y a une catégorie de femmes très prisées chez les aristocrates, qui sont en fait des escortes de haute volée, mais qui sont des musiciennes et des philosophes. Et Aspasie, elle, on nous dit que c'est la meilleure des Étaïres, et que Périclès a épousé une Étaïre. Enfin, vous imaginez bien que c'est le stratège d'Athènes. C'est l'homme le plus important d'Athènes à cette époque-là. Et il ne s'est pas fait moquer parce qu'il a épousé, pas du tout. Donc en fait, ce n'est pas une prostituée qu'il a épousée. C'est une femme considérée comme l'élite intellectuelle de l'État. Et elle n'est pas athénienne. En fait, les Étaïres, elles ne sont pas athéniennes. Parce qu'en fait, la vertu féminine athénienne ne tolérerait pas de tels écarts. Elle est de Milet. Elle vient de l'étranger. Voilà. Et bon, ça pose un problème après pour la citoyenneté des enfants de Périclès. Bon, problème qui va contourner en enfreignant la loi, hein, littéralement. En fait, il va faire passer une loi, et comme il est populaire à l'époque, il fait reconnaître ses enfants comme vrais Athéniens. Bon, mais, on remarque quoi? On n'a pas d'informations sur Millet, très peu en fait, hein, sur le droit des femmes, mais apparemment Millet est capable de produire ce genre de femme exceptionnelle. Je vais ailleurs, Halicarnasse. Halicarnasse, c'est une cité qui a eu des reines. Voilà, on connaît tous Artémis d'Halicarnasse. Il y a l'Artémision, voilà, c'est une reine qui a fait construire le mausolée d'Halicarnasse. Voilà, ça a été fait hein, par une reine pour son mari, Mosol. Voilà. Bon, donc on a des reines. On n'a pas plus d'informations. On ne sait pas comment elles peuvent devenir reines, veuvage, droit d'héritage, mais ça veut dire qu'à Halicarnasse, les droits des femmes sont beaucoup plus importants qu'à Athènes, ou qu'à Sparte même, puisqu'à Sparte, elles ne peuvent pas devenir reines. En tout cas, reines dirigeantes. D'ailleurs, pendant les guerres médiques, c'est pas juste une reine qui dirige un peu de son palais. Non, elle participe aux batailles et elle est sur le champ de bataille de Salamine, côté perse. Hein. Bon, parce qu'à l'époque, Halicarnasse est du côté des Perses. C'est une histoire un peu longue. Allez voir les vidéos sur l'histoire d'Aimé. Je résume tout ça. Mais c'est un élément assez exceptionnel à noter. Donc, les droits des femmes dans le monde grec, c'est pas quelque chose qui est figé. On pense toujours aux droits des femmes athéniennes, parce que malheureusement, on n'a que cet exemple.
Ou alors le contre-exemple spartiate, qui est un peu extrême parce qu'en fait, elles ont des droits, mais des droits égaux à d'autres citoyens dans un totalitarisme de la pensée dirigée vers la guerre. C'est pas non plus souhaitable. Mais en fait, on a tout un autre ensemble de spectres politiques et légal qui donnent des droits féminins très différents. Et malheureusement, on en sait assez peu. Et à ma connaissance, il n'y a pas de. Vous pouvez me contredire si vous avez la référence, je suis très curieux de le lire. Il n'y a pas eu de thèse faite sur le droit des femmes dans l'Antiquité grecque et qui prend en compte tous les facteurs que je vous ai dit, qui sont assez variés. Il y a des textes sur la femme, la place de la femme, il y a des thèses, il y a des bouquins sur les femmes et qui évoquent le droit des femmes et qui parlent de ça. Donc tout ce que je vous dis comme référence vient de là. Mais il n'y a pas de travaux spécifiques consacrés exclusivement aux droits des femmes. Vous voyez, même en histoire, aujourd'hui on est le 8 mars, eh ben, il y a des thèses à faire et des recherches spécifiques. Il y a un champ d'études qui est encore ouvert. Voilà. Pour conclure, nous, dans l'association Somatophilac, et puis avec le club Somasca, alors juste avant de conclure, est-ce qu'on sait un peu des règles des Jeux olympiques antiques? Oui, on sait plein de choses là-dessus. Malheureusement, comme c'est pas le sujet de la vidéo, je suis désolé, je vais pas en parler. Mais je vous promets, il y a des vidéos qu'on a déjà tournées et qui sont en train d'être montées et qui vont sortir sur les Jeux olympiques. Et il y en a d'autres dont les scripts sont écrits et qui vont être tournés bientôt pour continuer et vous faire une grande série sur les Jeux olympiques. Donc vous allez tout savoir, en tout cas beaucoup, sur les règles de ces Jeux. La bise Renaud, content de toujours sympa de t'avoir parmi nous. Est-ce qu'on peut donc je lis les questions, hein. On peut donc déduire que les femmes avaient de réels droits déjà en Grèce au début de l'Antiquité. Ah bah oui. De toute façon, le fait d'avoir des droits, c'est quelque chose qui est inhérent au fait d'être citoyen. En fait, vous êtes citoyen, vous avez des droits. Et la femme grecque est citoyenne, parce qu'elle fait partie du corps civique. C'est juste que les droits vont varier en fonction des cités. Voilà. Donc, nous, en tout cas, en Europe, c'est la plus ancienne mention sur le continent européen de droits écrits pour les femmes. Donc, quand on parle des droits dans le monde grec, c'est revenir aux origines du droit national et international des femmes. Et donc, le 8 mars, c'est le jour d'en parler. Alors, j'en profite pour parler de deux choses. Pour conclure cette vidéo, je m'étais dit 1 heure et on arrive un petit peu au bout de cette heure de stream. Et puis, je vais laisser un petit temps pour les questions. Donc, je conclue et puis je laisse un temps sur les questions. D'abord, l'association Somatophilac, puisque voilà, on est la chaîne Histoire d'aimer, c'est la chaîne YouTube aussi de l'association sans laquelle elle ne serait rien. L'association Somatophilac essaie de faire tout pour que les femmes puissent faire toutes les activités que les hommes font. Ça veut dire que nous, on nous a déjà posé la question, les femmes participent au combat aux politiques, elles peuvent être dans la phalange et elles ne vont pas cacher que ce sont des femmes. Elles vont avoir un casque, elles ne vont pas non plus montrer qu'elles sont des femmes absolument, mais elles sont hoplites parmi les autres. Et on nous critique souvent là-dessus en nous disant, mais oui, mais il n'y avait pas de femmes qui faisaient la guerre en phalange dans l'Antiquité grecque. J'en profite pour le dire maintenant. On le sait. On le sait. Mais on pratique actuellement une activité de reconstitution historique dont le but est d'être accessible à toutes et tous. L'amour de l'histoire et le fait de partager l'histoire n'est pas attaché à un sexe. Actuellement, on ne va pas, ou à un genre, et qui plus est un genre, un sexe ou un genre. Actuellement, quand on fait des oppositions en formation, on va pas, on se tape dessus quand même assez fort. Donc, que ce soit des femmes ou des hommes, ils sont prévenus que l'impact va être fort. Donc, c'est valable aussi pour les hommes qui ne se sentent pas aptes à subir ça. On leur dit, bah, tu ne viens pas dans la phalange. Ça va être, l'impact est fort. Et c'est valable pour certaines femmes. Mais si on est prêt à accepter tous le même risque, on ne va pas se tuer. On se blesse quasiment jamais. Et l'enjeu, c'est pas la survie de notre cité ou de nous-mêmes. Lorsqu'on fait une démonstration, l'objectif principal, il est pédagogique. Donc, dans ce cadre, avoir une formation plus grande et plus complète est bien mieux que de se priver de la moitié de notre société féminine. Alors, malheureusement, c'est un fait, l'histoire vivante et la reconstitution historique, du fait de sa martialité, vous verrez, la reconstitution historique, il y a toujours la guerre qui est assez présente. J'ai fait d'ailleurs un mémoire de recherche sur le combat en histoire vivante, si ça vous intéresse, tapez mon nom, Vincent Torres, anthropologie du combat en histoire vivante, et vous trouverez votre bonheur là-dessus. C'est en libre accès sur Internet, donc vous trouverez facilement. Mais pour faire simple, le combat prend une part énorme en histoire vivante, et de ce fait-là, comme le combat est genré, en tout cas stéréotype de genre pour les hommes,
dans notre société hein, moderne occidentale, où la reconstitution s'exerce dans ce monde-là, hein, pas ailleurs, de manière générale. Et ben, malheureusement, du coup, les femmes sont moins amenées ou poussées à aller vers ce milieu-là. Et lorsqu'elles y viennent, eh ben, beaucoup d'associations les restreignent dans certains rôles, sous prétexte d'historicité. Alors nous, dans un tournage, dans un documentaire, on essaie de cacher, alors on a tourné des documentaires récemment, eh ben, il y a des femmes dans la formation. Alors on essaie de le cacher parce que dans le documentaire, on ne peut pas l'expliquer. Donc dans un documentaire qui fait une fiction, un docu-fiction qui est filmé, où le discours n'est pas porté là-dessus, on ne peut pas répondre à des questions, bah, malheureusement, on ne veut pas embrouiller l'esprit euh, de celui qui regarde. Et donc, en fait, on fait participer les femmes, et on essaie de cacher leurs aspects féminins. Et si ça se voit, bah, vraiment, il faut que le mec, il est vraiment, le mec ou la femme, hein, est vraiment l'œil durant le documentaire et le passage fugace de cette dernière. Mais sinon, de manière générale, en dehors des documentaires, nous, les femmes, elles font toutes les activités que les hommes peuvent faire, si elles le souhaitent, évidemment. En plus, dans le bureau, et alors là, c'est assez intéressant à remarquer, petite dédicace à toutes les femmes du bureau de l'association, c'est elles qui font tourner en grande partie le bureau, je vous assure. On a presque la parité au sein de notre bureau d'administration, notre conseil d'administration. Et ben, sachez-le, dans ce conseil d'administration, sans les femmes, moi en tant que président, je vous avoue, on serait à la ramasse. Elles ont une action qui est extrêmement forte, et notamment si on le met au regard de la proportion qu'elles représentent dans l'association. Je pense qu'on est peut-être à 20% de femmes dans l'association, et elles représentent 50% du travail administratif de l'association. C'est énorme en fait. Donc, quand les femmes sont présentes, elles prennent bien plus activement part aux événements. Et il y aurait des statistiques intéressantes à faire là-dessus. Lorsqu'elles sont dans l'association, elles s'engagent beaucoup plus fortement. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est d'essayer d'ouvrir notre pratique, la pratique de l'histoire vivante, le plus possible aux femmes et d'accueillir de plus en plus de femmes. Et alors, on parle de droit international du droit international des femmes, il y a le droit officiel, c'est-à-dire que dans les faits, les associations de loi 1901 ne peuvent pas dire à une femme de ne pas venir, enfin dans le droit, mais dans les faits, et c'est là la différence entre les droits et les faits, ben dans les faits, les femmes viennent moins, et lorsqu'elles viennent, moi j'ai vu plein d'associations où il y a énormément de misogynie, le milieu ne leur est pas ouvert, et certaines activités leur sont interdites. Il y a certaines associations que je ne citerai pas, mais qui reconstituent des cas très spécifiques historiques, ordre monastique, légion romaine, enfin peu importe. Mais comme la guerre, en fait, a toujours été un peu le monopole de la violence, très présente chez les hommes, en fait, dans l'histoire, sous ce prétexte-là, on restreint les femmes à une activité moderne. Et ça, pour nous, c'est scandaleux. Et donc, on essaie de combattre ça avec l'association. Mais nous-mêmes, l'association, on n'est pas exempt de misogynie, notamment. En fait, il y a plein de critères. Nous, on vient du milieu du rugby. Les premiers gars de l'asso, c'était des rugbyman. On ne va pas se cacher, c'était mes potes, pour faire simple. Et au début, bah, voilà, il y a une culture du champagnard qui est venue, une culture de l'agon, on se mesure, hein, combat, le sport, on fait du grec, on fait de la guerre, on fait des sports, voilà. Et les ateliers, au début, c'était que ça. Et en fait, la part féminine, déjà, nous a ouvert sur d'autres choses. Et nous-mêmes, en se restreignant, en fait, on s'est rendu compte par la critique que, alors certains ont dit oui, mais on tue l'ambiance des soirées à restreindre certains chants. Oui, mais en fait, quand il y a des chants qui stigmatisent la moitié de la société, et en l'occurrence des personnes présentes dans l'Assemblée, et ben, tout de suite, ça devient un peu gênant. Je fais un parallèle, peut-être, j'espère pas trop scabreux, mais avec le racisme et le fait qu'on ait une personne de couleur dans l'association, on ne s'amuserait pas, alors on le fait sur le ton de l'humour s'il est d'accord, mais on ne s'amuserait pas à commencer à faire des chants racistes. Et ben pareil, quand il y a des chants sexistes, c'est normal que en fait, les femmes s'en sentent offusquées. Et nous-mêmes, du coup, on travaille là-dessus. Donc en fait, on a tout un patrimoine du patriarcat, un héritage qu'on doit combattre dans l'association. Et ça, c'est un travail du quotidien. Parce que d'un côté, il y a le droit, et de l'autre, il y a les faits. Et donc, dans le droit, c'est vrai, quand on en parle en France, on se targue d'avoir, en tout cas, dans le droit, de plus en plus d'égalité. Mais dans les faits, cet exercice de l'égalité, il n'existe pas. Il n'y a pas d'équité, en tout cas. Donc, je ne suis pas un spécialiste du sujet, donc je ne vais pas commencer à vous parler des salaires, de la position de la misogynie et de tout un ensemble de choses, du sexisme banalisé. Mais en tout cas, nous, dans l'association, on essaie d'y travailler. Et on a encore du travail à faire. On a encore beaucoup de défauts. Donc, voilà, je voulais conclure là-dessus. Avec les Somaskia, le club sportif, dès le départ, on a pris en compte ces aspects-là. Et d'ailleurs, bah, je vous invite à aller voir notre page Facebook Somasca ou Somatophilac. Vous verrez, aujourd'hui,
la Seine-sur-Mer, qui est la commune qui héberge notre club sportif de pentathlon antique, a fait une exposition sur 12 sportifs de la Seine et ils ont mis en avant Salomé Bonou, qui est la secrétaire de l'association Somaskia, donc du club sportif, et qui est membre du CA d'ailleurs Sonatophylac, et qui est énormément dans un gros travail là-dessus. Fait un énorme travail sur l'inclusivité et pas seulement des femmes, aussi sur le handisport, etc. Et donc, de ce fait-là, son travail a été reconnu par la commune et son portrait a été fait et exposé en grand sur la commune de la Seine. Donc, voilà, c'est une belle action pour le droit des femmes. Et nous, avec les projets Somaskia, ça sera fait, Renaud. Et donc, nous, avec Somaskia, on va continuer là-dessus et à œuvrer là-dessus de manière réelle, en tout cas pour les sports et le développement du pentathlon antique. Voilà, je crois que j'ai fini. Désolé à celles et ceux qui arrivent tardivement. Je ne vais pas refaire le début du stream. Je vois qu'au début, on était 2-3 et puis là, maintenant, on est 10. Je suis navré, vous pourrez regarder ça. Petit conseil, regardez à partir de 7 minutes. C'est vers là que j'ai commencé, puisqu'avant, j'attendais que les gens arrivent. Mais du coup, maintenant, petit temps pour les questions et je vais m'arrêter là. Alors, je continue. Il y a une question qui est sortie donc de Renaud. Ça sort peut-être un peu du sujet, mais quid de la Macédoine des athlètes féminines? Malheureusement, peu de mentions sur les femmes en Macédoine. D'abord parce que l'époque hellénistique est moins étudiée que l'époque classique et la Macédoine connaît son essor surtout à l'époque hellénistique. Donc voilà, ça c'est un premier facteur. Euh, on peut dire une chose, c'est que dans le monde macédonien, le monde aristocratique macédonien, les femmes ont un rôle qui est extrêmement important. Elles portent la légitimité et elles influencent la politique. On peut parler d'Olympias, la femme de Philippe II, qui est déterminante dans la constitution psychologique et politique de Alexandre le Grand. Je ne vais pas faire un long discours sur la vie de cette femme, mais elle est très importante à tel point que certains ont supposé que c'est même elle qui a commandité le meurtre de Philippe II pour accélérer l'ascension de son fils sur le trône. Lorsque son fils part, elle gère une partie de la politique macédonienne à tel point que Alexandre est obligé d'envoyer des lettres disant attention, mère, vous devez rester à votre place et laisser au gouverneur, qui, si je ne dis pas de bêtises, c'est gouverneur pendant la campagne d'Alexandre, je crois que c'est Antigone. Je vérifierai, mais c'est Antigonides après. Donc, non, c'est le père de Lysimaque, et le père de Lysimaque, c'est. Je ne me rappelle plus. Mais enfin bref, il y a un gouverneur qui est Polyperchon, voilà, qui est assez âgé. Et donc ce dernier voilà, a des déboires avec Olympias. Et d'ailleurs, quand Alexandre meurt, Olympias tente de prendre le pouvoir. Il tente de prendre le pouvoir pour assurer la descendance de son fils. Donc les femmes ont beaucoup plus d'influence, un peu comme Halicarnasse, elles peuvent être reines, elles peuvent prendre le pouvoir, mais cela sort un petit peu de la norme. Mais en fait, elles le peuvent. Et c'est pas juste parce qu'Olympias est un personnage particulier. Apparemment, ça a l'air d'être la norme parce que par la suite, d'autres femmes comme Roxane, le fait de posséder Roxane et d'assassiner par la suite Roxane va être hyper important pour les Macédoniens. Et la sœur d'Alexandre, Cléopâtre, va transmettre presque la lignée d'Alexandre du côté des Pires, et Pyrrhus va se targuer d'être de la lignée d'Alexandre par la mère. Et si on prend Thessaloniké, qui est la femme de Cassandre, donc qui est un des diadoques, Cassandre va épouser Thessaloniké, donc elle qui est une sœur d'Alexandre le Grand, va l'épouser pour réussir à asseoir sa domination sur la Macédoine. Et d'ailleurs, il va fonder une ville qui prendra son nom, Thessalonique. Voilà. Donc, la femme, dans le monde macédonien, a de l'importance. Mais comme le monde macédonien n'est pas un monde civique, c'est un monde aristocratique, en tout cas pour la gestion de l'État, du coup, c'est plus dans ces sphères-là que l'influence de la femme va se ressentir. Pour le quotidien, tout comme pour le quotidien des hommes macédoniens, on a peu d'informations. Et donc, on ne sait pas quelle est la place de la femme dans la société macédonienne. Donc voilà, j'espère que je réponds à ta question. En tout cas, on n'a pas d'athlètes féminines, en tout cas qui ont gagné aux Jeux Olympiques, puisque, en fait, il n'y en a pas qui ont armé des chars. Déjà, les Macédoniens arrivent tardivement dans les Jeux. Et d'ailleurs, ils arrivent souvent en tant que financeurs de chars. Philippe II gagne les Jeux. Philippe II a gagné les Jeux en tant que Everjet pour des courses de chars. Voilà. Kylian, j'aurais adoré vous voir en professeur d'histoire quand j'étais terminé la spécialité histoire-géographie et sciences politiques. Ça fait bien plaisir de lire ce type de message. J'avoue que l'enseignement est quelque chose que j'exerce actuellement, mais pas pour les collèges ni pour les terminales, du fait de plusieurs schémas de vie différents et puis aussi parce que les programmes un peu restrictifs m'embêtent, pour être poli.
Et voilà. Mais je ne vais pas partir sur ce débat-là parce que ça va partir dans le politique. Et ce n'est pas le sujet aujourd'hui, puisqu'on parle du droit des femmes avant toute chose. Mais voilà, merci en tout cas de ce commentaire. Alors, est-ce qu'il y a des dernières questions ou je conclus enfin, je conclus, j'ai déjà conclu le stream et j'arrête le stream. Je vous laisse un petit temps voilà, pour ça. Donc, merci d'avoir été une petite dizaine à suivre ce stream. C'était fait un peu à l'arrache et c'est le premier stream en direct qu'on fait sur la chaîne, je crois. Et il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Je commence à teaser un peu, mais on fait un énorme projet. L'association Somasca est labellisée Olympiade culturelle sur un événement qu'on organise et qui est une course de relais avec un bouclier antique de la Turbie, pas loin de Nice, jusqu'à Marseille, et qui fera un relais symbolique avec la femme olympique. Je commence à vous faire du teasing. Il y a du crowdfunding qui va bientôt arriver à ce sujet-là. On compte sur vous. Il faudra partager un petit peu tout ça. Ça va être un énorme truc, en plus assez inclusif. Justement, on essaie que des femmes participent un maximum en tant que porteuse de ce bouclier-là, des athlètes et des athlètes handisport. Donc, et c'est Salomé Baudou, justement, c'est c'est pour ça qu'elle a été reconnue et que son portrait a été fait à la Seine-sur-Mer, parce que c'est elle qui est responsable de toute la partie handisport et inclusivité. Voilà. Donc voilà. Edouard, ce sera avec plaisir qu'on te verra à Asnapio. Bah, je vois des remerciements. J'imagine que du coup, il n'y a pas de questions. Bah, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous invite, tout un chacun à son niveau, voilà quelle va être la vraie conclusion, à faire attention à son passif, c'est-à-dire au fait, ben voilà, on a tous été éduqués dans une société patriarcale, qu'on le veuille ou non, ou du moins qu'il y a une dominante patriarcale. On n'est pas la société la plus patriarcale au monde, mais qu'il y a une dominante patriarcale. Et donc, il y a plein de choses, plein de micro-gestes, de micro-actions qu'on ne perçoit pas au quotidien et qui sont de l'ordre du sexisme banalisé. Et donc, rien qu'à ce niveau-là, chacun peut avoir une action sur soi-même pour faire attention à ce genre de choses-là. Et ensuite, et là, c'est bien au-delà, le partager à d'autres, sensibiliser d'autres personnes, voire participer à des actions permettant aux femmes d'accéder d'abord à un droit de facto vraiment égalitaire. Ce n'est pas encore le cas, en fait, mais aussi dans les faits, pas juste officiellement, mais dans les faits, que ce droit soit appliqué. Et ça, c'est du ressort des citoyens. Tout comme pour le monde grec, et voilà, je vais boucler ma boucle, tout comme dans le monde grec, cela dépend des citoyens de chaque cité. Et en l'occurrence, nous, on fait partie d'une grande cité, en tout cas actuellement, qui s'appelle la France, et plus largement l'Europe. Et donc, c'est le rôle de chaque citoyen de faire en sorte que les femmes soient plus ou moins partie de tout cela. Et on espère plus que moins, évidemment. Et la bise à toutes et tous. Portez-vous bien.